Bonjour, nous allons ce soir vous proposer le troisième sujet de la soirée médicale de l'hôpital de Lons-le-Saunier. Et ce sera donc le docteur Anne-Cécile Amsalem qui va faire cette présentation. Et je vais laisser au docteur Bourgon le soin de présenter sa collègue, car elle la connaît bien mieux que moi. Oui, bonsoir. Présenter Anne-Cécile Amsalem, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent parce qu'elle a déjà présenté plusieurs fois à la soirée Chavon, qu'elle est à l'hôpital de Lons-le-Saunier depuis 2 ans comme assistante partagée entre le CHU et donc médecine 6. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle prolonge, non pas à temps plein chez nous, mais sous la même forme, c'est-à-dire un poste de PH partagé entre le CHU et le service, où elle va continuer de s'occuper d'obésité, la filière notamment d'obésité morbide, chirurgie bariatrique avant, après. Sans doute le développement d'une prise en charge de la NASH un petit peu plus structurée. Et vous savez aussi qu'elle s'occupe plus particulièrement du diabète gestationnel et de diabète et de grossesse. Donc à ce titre, elle vous propose les dernières recommandations sur chirurgie bariatrique et grossesse. Ces recommandations datent de un petit peu plus d'1 an. Elles sont pragmatiques et elles sont surtout très importantes à connaître, puisque bon, ne pas substituer une femme enceinte en folate ou vitamine B12 peut avoir des conséquences, et surtout que la chirurgie bariatrique devient très fréquente, qu'elle est banalisée, et que les femmes que vous rencontrez ne vous racontent pas forcément leurs antécédents dans le détail. Voilà, à toi Anne-Cécile. Bonsoir à tous, je suis le docteur Anne-Cécile Amsalem. Je vais vous présenter les dernières recommandations sur la prise en charge obstétricale des patientes qui ont été opérées d'une chirurgie bariatrique. Ce sont des recommandations que nous attendions avec impatience, car de plus en plus de patients obèses sont opérés d'une chirurgie bariatrique, et 80% de ces patients sont des femmes. Donc, ces recommandations ont été établies par le groupe Bariamat, qui est un groupe pluridisciplinaire avec des obstétriciens, des chirurgiens, des nutritionnistes. Donc déjà un bref rappel de la chirurgie bariatrique. C'est une intervention chirurgicale du système digestif qui consiste à restreindre chirurgicalement la quantité ou l'absorption des aliments et induire une perte de poids chez les patients obèses. Si en l'absence de contre-indication, il existe 2 recommandations pour les patients qui présentent une obésité morbide ou pour les patients qui présentent une obésité sévère avec des comorbidités liées à l'obésité. Elle se fait toujours en deuxième intention après un échec d'un traitement médical bien conduit pendant une période de 6 à 12 mois. Chaque dossier, après la phase préparatoire, est présenté en réunion de concertation pluridisciplinaire. Il existe 2 types de chirurgie, la chirurgie restrictive pure et la chirurgie restrictive avec une composante malabsorptive. Donc, concernant les chirurgies restrictives, les 2 plus connues sont d'abord la sleeve gastrectomie, le chirurgien vient enlever 2/3 de l'estomac, et l'anneau gastrique, qui est un petit peu moins pratiqué désormais, où le chirurgien vient imposer un anneau en silicone sur la partie supérieure de l'estomac. Concernant les chirurgies qui ont une composante malabsorptive, la plus pratiquée en France, c'est le bypass gastrique en Y. Le chirurgien vient créer une petite poche gastrique et modifier le schéma intestinal pour shunter l'absorption de la première partie de l'intestin grêle et du duodénum. La deuxième chirurgie malabsorptive pratiquée en France, c'est la chirurgie SADI. C'est une chirurgie où c'est un mélange de sleeve gastrectomie et d'un bypass un petit peu particulier qui est le bypass en oméga. C'est une chirurgie un petit peu moins pratiquée car elle est très malabsorptive et donc entraîne de grosses carences vitaminiques. Donc chez la femme en âge de procréer, la chirurgie bariatrique améliore la fertilité et les issues de grossesse. Il y a moins de macrosomie, moins de troubles hypertensifs et moins de diabète gestationnel. Cependant, on a remarqué qu'il y a un petit peu plus d'enfants de petit poids pour l'âge gestationnel et de prématurité. Il n'y a pas de recommandation concernant le type de chirurgie pratiquée. Cependant, il y a un délai recommandé entre la chirurgie bariatrique et la grossesse qui doit être d'au moins 12 mois pour avoir une période de relative stabilité pondérale.
On conseille donc aux patientes qui font la chirurgie bariatrique une contraception en préopératoire. Un cas particulier, c'est les patientes opérées depuis plusieurs années qui malheureusement peuvent avoir un faible taux de suivi nutritionnel et donc plus de risques carentiels. On conseille donc à toutes les femmes qui ont une chirurgie bariatrique d'effectuer une consultation préconceptionnelle. Cette consultation permet d'évaluer déjà les comorbidités liées à l'obésité, par exemple la tension artérielle, le risque de diabète ou le syndrome d'apnée du sommeil. Cette consultation permet aussi de rechercher les signes cliniques et biologiques de carence vitaminique et d'ajuster le complément nutritionnel. On prescrit, comme pour toutes les femmes enceintes, de l'acide folique pour prévenir le risque de spina bifida. La consultation est aussi l'occasion d'informer les patientes sur l'objectif de prise de poids qui ne diffère pas des patientes obèses. Donc les recommandations sont en fonction de l'indice de masse corporelle avant la grossesse. Et cette consultation est aussi l'occasion d'identifier les différents interlocuteurs, obstétriciens, chirurgiens, nutritionnistes, diététiciens, pédiatres, psychologues et psychiatres. C'est donc une grossesse à haut risque du fait du risque de carence vitaminique. On conseille donc un suivi obstétrical et l'obstétricien est le coordinateur du suivi multidisciplinaire. La patiente bénéficie de consultations mensuelles. Et elle doit avoir aussi des consultations fréquentes avec un nutritionniste pour adapter les supplémentations vitaminiques au bilan biologique. On identifie aussi le chirurgien digestif en cas de situation d'urgence. On propose un psychologue ou psychiatre si besoin. Et le pédiatre doit être informé de l'antécédent maternel de chirurgie bariatrique. On conseille donc aux patientes un suivi diététique régulier pour adapter l'alimentation dans le cadre de la grossesse et reparler de la supplémentation et des apports protidiques qui doivent être au moins de 60 grammes par jour. Chez les patientes opérées d'une chirurgie bariatrique, ces apports peuvent être moindres car elles peuvent présenter un dégoût de la viande. Pour le suivi obstétrical recommandé, il est donc mensuel, coordonné par un obstétricien et on peut proposer des échographies supplémentaires si besoin. Par exemple, si la patiente présente des cycles irréguliers, on peut proposer une échographie de datation devant le risque de petit poids pour la gestationnelle et de prématurité. On peut proposer une échographie supplémentaire vers 37 semaines d'aménorrhée pour réévaluer le poids fœtal. Cependant, l'antécédent de chirurgie bariatrique n'a pas d'influence sur les modalités et le terme de l'accouchement. Un cas particulier, c'est le dépistage du diabète gestationnel. Pour toutes les femmes enceintes à risque de diabète gestationnel, on fait une glycémie à jeun au début de grossesse. Si elle est normale, on effectue un test HGPO à 75 g de glucose entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Pour les patientes aux antécédents de chirurgie bariatrique, on effectue la glycémie à jeun en début de grossesse, mais auquel on ajoute une hémoglobine glyquée. On retient le diabète gestationnel si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 5,9%. Si le dépistage du début de grossesse est normal, on propose le testage GPO pour les patientes qui ont bénéficié d'une chirurgie restrictive. Pour les patientes qui ont un antécédent de chirurgie malabsorptive ou beaucoup de nausées ou vomissements durant la grossesse, on va plutôt leur proposer d'effectuer un cycle glycémique capillaire sur une semaine. On leur demande donc de faire une glycémie en préprandial et une alternance de glycémie postprandiale à 1 heure et 2 heures après le début du repas. On ne retient pas le diagnostic de diabète gestationnel si l'ensemble des valeurs pathologiques est inférieur à 20%. Concernant la supplémentation vitaminique en début de grossesse, il y a 2 cas de figure. La patiente qui a un suivi nutritionnel régulier, dans ce cas-là, on propose de poursuivre la supplémentation habituelle, d'ajouter la supplémentation par acide folique et d'adapter la multivitamine si besoin à la situation de grossesse. Pour la patiente qui a un mauvais suivi nutritionnel, on introduit une multivitamine adaptée, l'acide folique et la supplémentation en fer et en vitamine B12
sont les deux carences les plus fréquemment retrouvées dans les chirurgies bariatriques. Ensuite, on ajuste les supplémentations multivitaminiques en fonction des résultats des bilans biologiques. Je vous ai mis une diapositive sur un exemple d'ordonnance dans les deux cas de figure, la patiente ayant un bon suivi nutritionnel, la patiente ayant un mauvais suivi nutritionnel. Pour la supplémentation multivitaminique, habituellement pour les femmes enceintes, on propose plutôt la supplémentation par Ginefam ou Gestarel. Dans ces cas de chirurgie bariatrique, on va plutôt leur proposer une supplémentation multivitaminique qui contient de la vitamine A, car on retrouve fréquemment une carence en vitamine A après une chirurgie bariatrique. La supplémentation par Ginefam et Gestarel ne contient pas de vitamine A, car dans les cas de patientes enceintes sans chirurgie bariatrique, il y a un risque de tératogénicité lié à un risque de surdosage de la vitamine A. Donc on fait un bilan préconceptionnel ou dès que possible dans la grossesse, puis ensuite un suivi trimestriel. Vous pouvez remarquer que le bilan vitaminique est très complet. Il y a des petites particularités. Par exemple, pour la prescription de vitamine D et de zinc, il faut préciser sur l'ordonnance que c'est dans un cadre d'un bilan post-chirurgie bariatrique pour que la patiente soit remboursée de ces deux dosages. Certains dosages de vitamines ne sont pas remboursés, comme la vitamine B1, le sélénium, la vitamine K, B6, C ou PP. Donc on fait ces dosages que dans certains cas, par exemple une carence initiale ou vomissement répété pour la vitamine B1 ou signes neurologiques pour les autres vitamines citées. Ensuite, les résultats sont à interpréter avec prudence en tenant compte des variations physiologiques des taux durant la grossesse. Donc, ce tableau est tiré d'une étude qui montre les variations des différents dosages de vitamines en fonction des trimestres, premier, second ou troisième trimestre. Pour le postpartum, l'allaitement est recommandé comme pour toutes les femmes. Il faut bien sûr continuer la supplémentation vitaminique et adapter cette supplémentation en fonction des bilans en postpartum. Les INS sont contre-indiqués pour les femmes qui ont bénéficié d'un bypass gastrique car il y a des risques d'ulcération anastomotique. Le pédiatre doit être prévenu de l'antécédent chirurgical maternel. On ne fait pas de bilan biologique systématique pour les enfants, seulement s'il y a des signes cliniques de carence. En conclusion, il faut informer les patientes en âge de procréer qui ont bénéficié d'une chirurgie bariatrique de la nécessité de programmer la grossesse. Il faut bien sûr proposer la contraception en préopératoire pour respecter le délai au moins de 12 mois. Il est recommandé aux femmes de signaler leurs antécédents de chirurgie bariatrique, quel qu'en soit le type, à tous les professionnels impliqués dans la prise en charge et en vue et en cas de grossesse. La grossesse après chirurgie bariatrique est une grossesse à risque et nécessite une prise en charge spécifique et pluridisciplinaire. Je vous remercie de votre attention et répondrai avec plaisir à vos questions.